Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'aurais vraiment souhaité l'être. C'est indépendant de ma volonté, comme on dit. Et je suis très déçue, surtout de ne pas pouvoir échanger directement sur des questions qui sont des questions aussi compliquées, qui sont des questions aussi urgentes pour construire la société de demain. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est d'être là sans être là, et donc d'intervenir quand même à propos de la question qui m'avait été posée, de vous proposer quelques pistes de réflexion, quelques hypothèses, on va dire quelques manières de penser un peu autrement cette question-là. Alors la question qui m'a été posée, c'est de savoir si l'école pouvait éduquer aux politiques. C'est une question paradoxale. C'est une question paradoxale et c'est une question lourde, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le mot politique aujourd'hui est un mot qui semble, en tout cas en ce qui concerne l'école, qui semble entrer en interférence, donc en opposition, en contradiction avec la fonction de l'école qui est celle de protéger de tout ce qu'on appelle le prosélytisme, hein, donc de protéger de toute forme d'endoctrinement et de militantisme vis-à-vis des élèves et vis-à-vis des collègues. Donc on a une école qui est posée, qui est postulée comme un espace de neutralité religieuse, vous allez en parler beaucoup aujourd'hui, mais aussi une neutralité politique, hein, puisque l'idée c'est qu'en travaillant avec de jeunes générations, ce sont des générations qui sont susceptibles d'être peut-être un peu plus influençables que des adultes, d'autant qu'entre un enseignant et des élèves, il y a des relations qui sont des relations de hiérarchie, qui sont des relations qu'on peut qualifier en sociologie de domination. Et donc à partir du moment où il y a des relations de domination, il y a la possibilité de manipulation. Et c'est un risque contre lequel il faut se prémunir par le devoir de neutralité. Donc vous voyez que lorsque l'on pose la question de l'articulation entre l'école et le politique, dans la question de la transmission, hein, il y a quelque chose de problématique. L'autre paradoxe qui est soulevé par cette formule, l'école et politique, c'est qu'aujourd'hui, on confond très souvent politique et militantisme. Hein, on a cette idée qu'à partir du moment où il est question de politique, il est question de position partisane, hein, c'est-à-dire on est pour, on est contre, on est de droite, on est de gauche, et tout cela se confond avec cette idée qu'on va donc militer pour une cause. Or, évidemment, lorsqu'on pose la question de savoir si l'école est un lieu d'éducation politique, il n'est pas du tout question de se demander si l'école doit adopter une position partisane sur une question ou pas. Hein. Il est au contraire question de se demander s'il est dans le rôle de l'école d'accompagner la construction d'un esprit critique et d'une conscience politique chez les élèves. Alors vous voyez que tout de suite la question, eh bien, elle prend une autre tournure, hein, elle prend un autre sens. D'abord, elle prend un autre sens parce que d'une certaine manière, c'est rappeler une évidence, ce que je viens de dire, l'accompagnement de la construction d'une conscience politique. C'est rappeler une évidence si l'on regarde l'histoire de l'école, et notamment l'histoire de l'école républicaine. Très brièvement, l'école de la République, c'est-à-dire l'école gratuite, laïque, obligatoire, l'école de la République se met en place, on va dire officiellement, à la fin du XIXe siècle. Elle était déjà en vie un petit peu ci et là dans certains villages, mais les lois Jules Ferry, elles officialisent une situation qui est de rendre possible, et obligatoire surtout, l'accès à l'école à toutes les catégories sociales, à toutes les confessions religieuses, c'est pour ça qu'elle est laïque, et donc du coup de manière gratuite pour que ce soit aussi ouvert aux pauvres comme aux riches. Et dans cet acte de fondation de l'école républicaine, hein, qu'on appelle bien l'école républicaine, et ce n'est pas pour rien, parce que la République c'est un système politique, dans cet acte de fondation de l'école républicaine, il y a l'idée que le rôle de cette école, c'est de fabriquer des citoyens. Et c'est de fabriquer des citoyens qui soient convaincus de la supériorité du régime républicain.
On sort de périodes qui sont très troubles, avec des révolutions, avec cette idée que peut-être le régime monarchiste est plus approprié que la République, avec cette idée que les droits et les libertés, peut-être que ça doit se négocier, qu'on doit les réserver aux plus pauvres, enfin aux plus riches surtout, ou qu'on doit les étendre aux plus pauvres. Bref, il y a des combats politiques qui sont très très forts à ce moment-là. Et si l'école de la République est décidée par les Républicains, dont Jules Ferry est l'un des porte-paroles, mais bien sûr il n'est pas le seul, c'est au nom d'un projet politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'éducation nationale, ou même sous Jules Ferry l'instruction publique, c'est qu'il y a d'avouer la responsabilité d'avoir un État éducateur, c'est-à-dire un État qui non pas se substitue, mais en tout cas complète le travail d'éducation des familles. Au nom d'une idée très belle, d'une idée philosophique très belle, qui est de dire que c'est la responsabilité de l'État de garantir l'accompagnement de citoyens éclairés qui sont ensuite susceptibles de faire des choix politiques et notamment du coup de perpétuer la République. Donc vous voyez que dans le projet même de fondation de l'école républicaine, il y a une dimension politique qui est très très forte, qui est corrélée, qui est connectée au projet de l'école. Bon. Et alors tout ça, ça va prendre des formes très concrètes. Ça va prendre la forme de programmes scolaires, évidemment plutôt l'histoire, la géographie et l'instruction civique, on disait instruction morale et civique, qui apparaissent à ce moment-là, ces disciplines, et qui apparaissent parce qu'on considère que ces disciplines, l'histoire, la géographie et l'instruction civique, sont les plus à même de fabriquer de la citoyenneté, de fabriquer du politique. Et que l'objectif à ce moment-là de l'école, c'est de dire qu'il faut fabriquer des citoyens français, faire des petits français, et des citoyens républicains. Donc vous voyez que dans le projet, on va dire historique, de l'école républicaine, il y a une corrélation immédiate qui est faite entre un projet politique et un projet scolaire. Donc le fait qu'une école éduque au politique n'est finalement pas du tout une idée aussi bizarroïde ou aussi transgressive qu'elle pourrait l'apparaître au premier abord. Maintenant, on n'est plus sous l'école de Jules Ferry. Et il s'est effectivement passé un certain nombre de choses très très importantes entre les années 1881-82 et aujourd'hui. Ce qui s'est passé du point de vue de l'éducation politique, déjà, on va dire depuis ces 30 dernières années, c'est que d'autres lieux qui étaient aussi destinés à fabriquer du politique et à fabriquer de la citoyenneté, ces autres lieux-là sont en train petit à petit de disparaître. Par exemple, pendant très longtemps, l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire, avec la Ligue de l'enseignement, avec des formes comme ça associatives, c'était une forme d'éducation hors école. Pendant très longtemps, ces lieux-là, ça existe encore d'ailleurs, mais on en parle assez peu, ont eu comme objectif de poursuivre dehors, à l'extérieur de l'école, de poursuivre ce travail civique de l'école. Et du coup, d'encadrer ou d'accompagner, j'aime pas trop le mot encadrer, mais en tout cas d'accompagner des actes civiques, des actes d'engagement de la part d'enfants, ça a commencé très jeune, d'enfants, mais aussi ensuite de collégiens et de lycéens. Et il y avait tout un tas de structures qui pouvaient exister comme ça et qui rencontraient un certain succès auprès de la jeunesse, et qui accompagnaient, qui relayaient, avec d'autres aspects évidemment, mais qui relayaient ce travail déjà entamé à l'école. Ces lieux-là, ça pouvait être aussi par exemple des partis politiques, des partis politiques avec des sections jeunes, plutôt pour les lycéens. Enfin voilà, ça existait et il y en avait qui étaient très très fréquentés. Il y a une époque où dans les lycées, il y avait des cellules d'engagement politique qui étaient nombreuses, qui étaient importantes. Ça pouvait prendre aussi l'allure de syndicats, des syndicats lycéens. Alors tout ça, ça existe encore, mais par rapport aux chiffres qui ont pu exister il y a quelques années, il y a encore 20 ans, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a une forme de tissu d'engagement, de lieux susceptibles de provoquer des engagements et de provoquer le désir de s'engager, qui sont en train petit à petit de disparaître.
Ça, c'est effectivement une première différence qui est absolument énorme avec ce qui a pu exister. Même, je dirais, la disparition de l'armée. D'une certaine manière, le service militaire, c'était aussi un lieu dans lequel des jeunes se rencontraient de toutes catégories sociales, de toutes régions géographiques parfois, et ça a créé une forme de conscience d'être dans un projet commun. Voilà. Or, c'est vrai que ces lieux-là disparaissent et qu'au final, quand on regarde, le seul lieu qui reste aujourd'hui un lieu de rencontre, de partage, c'est l'école. Hein, en tout cas pour la jeunesse. Voilà, c'est l'école. C'est là où, de toute façon, un gamin entre 6 ans et 16 ans, il est obligé d'y aller quasiment tous les jours. Il est obligé de croiser des filles, il est obligé de rencontrer des filles, il est obligé de rencontrer des gens qu'il n'aime pas, des gens qu'il aime bien, il est obligé d'apprendre, il a des contraintes. Et puis on lui demande aussi parfois son avis, donc il a aussi des formes d'engagement. C'est finalement l'un des rares lieux aujourd'hui de sociabilité de la jeunesse. Alors ça, évidemment, c'est un grand changement. L'autre grand changement, il est beaucoup plus dramatique et beaucoup plus récent. C'est bien sûr ce qui s'est passé depuis janvier dernier et ce qui a recommencé sous une autre forme avec les attentats de novembre. Alors, il ne vous a pas échappé que dès les attentats de janvier, donc dès les attentats de Charlie Hebdo, puis de l'hypermarché Cacher, il y a eu une réaction du politique. Quand on dit du politique, je veux parler évidemment du gouvernement et du Parlement, mais plus particulièrement dans l'urgence, c'était le gouvernement. Il y a eu une réaction du gouvernement qui a été de dire l'école a aussi sa carte à jouer dans cette idée que tout cela ne doit plus se reproduire. Alors d'abord dans l'idée qu'il faut expliquer ce qui s'est passé aux plus jeunes, et ensuite dans l'idée que ça ne doit plus se reproduire. Avec un discours parfois aussi peut-être un petit peu plus ambigu, qui attribuait à l'école non pas la responsabilité de ce qui s'était passé, évidemment, ça aurait été absolument caricatural, mais en tout cas qui montrait une école comme ayant un peu failli à la tâche, justement, de fabrication de républicains, et notamment de républicains noués, soudés par la question de la laïcité. On a entendu énormément dès les attentats de janvier, à partir du moment où il y avait une dimension confessionnelle de ces attentats, en tout cas qui était revendiquée par les meurtriers, on a entendu un gouvernement qui a montré du doigt l'école en disant l'école peut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas, mais aussi l'école a raté quelque chose. L'école a manqué quelque chose. A manqué quelque chose avec ces tueurs qui sont jeunes, qui sont français, qui ont été scolarisés dans l'école de la République. Et donc, il s'est passé un truc à un moment donné. Voilà. Il s'est passé, on va dire, une erreur de parcours, un basculement que l'école n'a pas réussi à anticiper, à prévenir. Et ce discours, qui a parfois été reçu de façon assez violente par les enseignants, alors si j'avais été là, on aurait pu en discuter, mais il a été reçu aussi parfois comme une forme de remise en cause de tout un travail, et puis aussi par une forme de remise en cause d'une catégorie d'élèves, principalement des élèves dans les quartiers populaires, principalement des élèves musulmans, de confession musulmane, et qui pour certains se sont sentis ciblés comme susceptibles d'être davantage en connivence avec les tueurs. Voilà. Et ça a été très violent pour certains de leurs enseignants qui ont considéré que, et dont j'ai fait partie d'ailleurs, à l'époque je travaillais à Nanterre, qui ont considéré que c'était lourd pour leurs élèves d'avoir cette espèce de sommation à bien répéter que ça ne les concernait pas plus que d'autres, voilà, et qui n'étaient pas du tout en accord avec ce qui s'était passé. Donc, vous voyez, c'était effectivement très violent. Et la réponse qui a été donnée par l'institution, ou en tout cas les pistes qui ont été à ce moment-là promulguées par l'institution, ont été de deux ordres qui se rejoignent, qui sont complémentaires. La première piste, le premier mot qui est apparu à la suite des attentats de Charlie Hebdo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la laïcité. Il a été fait immédiatement un lien entre les attentats et l'idée qu'il fallait refonder un pacte laïque, qu'il y avait un problème de laïcité.
C'est un lien, ça, pour le coup, qui est assez typiquement français, hein, ce lien entre comment dire, des revendications qui sont de nature confessionnelle et puis le fait qu'il y ait un problème de laïcité. C'est une corrélation, hein, c'est une relation qui est faite par on va dire la culture française, qui n'est pas si évidente à l'étranger que ça. Hein. Il y avait des journaux anglais ou américains qui essayaient de comprendre un petit peu quelle relation était faite là, parce que ça leur semblait pas si évident. Donc le premier mot qui a été lancé, c'était de dire il y a un problème avec la laïcité. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, et qui est liée à celle-ci aussi, c'est que s'il y a un problème avec la laïcité, ça veut dire qu'il y a un problème avec les valeurs de la République. Et on a vu réapparaître cette formule, valeurs de la République. Une formule qui a presque fonctionné comme un fétiche, hein, et qui a été ressassée dans toutes les bouches, à droite comme à gauche, au gouvernement comme au Parlement, comme n'importe où, dans les médias, etc. Problème de valeurs de la République, valeurs de la République, valeurs de la République, comme si tout à coup on se rendait compte que l'école ne fabriquait plus de républicains. À mon avis, là aussi, fortement discutable. Parce que pour avoir aussi enseigné depuis 16 ans dans des quartiers populaires, j'ai pas eu le sentiment d'avoir en face de moi des élèves qui n'étaient pas républicains, hein, ou qui étaient indifférents à la question de la République, ni même qui se posaient de questions, en fait. Hein, c'est-à-dire des élèves qui sont nés en France, qui ont grandi sous un régime républicain, et qui, comme n'importe qui d'entre nous, se lèvent pas tous les matins en disant « Mon Dieu, super, qu'est-ce que je suis heureux de vivre sous un régime républicain ». Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'un allant de soi par rapport justement aux valeurs républicaines. Mais tout à coup, ces événements ont fait jaillir cette formule de valeur de la République comme une formule problématique à laquelle il faudrait tout à coup redonner du sens. Et alors du coup, la double piste, on va dire pédagogique, qui a été immédiatement saisie par l'école, par le ministère de l'Éducation nationale, a été d'un côté de dire « il faut enseigner le fait religieux », vous allez en parler beaucoup aujourd'hui, et puis d'un autre côté de dire « il faut enseigner les valeurs de la République ». Alors, faisons un petit point, un petit arrêt sur image. Je crois qu'il y a quelqu'un qui intervient aujourd'hui qui fait sa thèse sur l'enseignement du fait religieux, donc il vous en parlera certainement mieux que moi, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais enfin j'ai aussi un petit peu travaillé sur cette question-là. L'enseignement du fait religieux, depuis les années 80, depuis le tout début des années 80, c'est-à-dire depuis le moment où on constate que dans la société française, il y a du racisme, il y a une violence raciste importante, ça avait commencé un petit peu avant, hein, on l'avait constaté avant, mais dans les années 80, ça prend une proportion plus forte parce que c'est la crise économique, parce que c'est les violences urbaines aux Minguettes, etc., parce que c'est la première marche pour l'égalité contre le racisme en 1983, et donc on a une société qui tout à coup rend visible le fait qu'il y ait des populations immigrées qui revendiquent d'être reconnus comme français. Et à ce moment-là, et contre le racisme aussi, qui luttent contre le racisme, qui luttent contre les violences policières, contre les crimes racistes, les arrestations au faciès, les contrôles au faciès, etc. Et à ce moment-là, dans l'institution scolaire, la question de l'enseignement du fait religieux, on ne disait pas comme ça encore, on disait l'enseignement de l'histoire des religions, l'enseignement de la culture religieuse. La question à ce moment-là, elle se pose. Et elle se pose comme un instrument de remédiation contre l'intolérance et contre le racisme. Donc vous voyez que depuis le début des années 80, il y a eu plusieurs tentatives de fait, dans les programmes de 85, dans les programmes de 95, je parle des programmes, d'ailleurs de toutes disciplines confondues, dans les programmes de 85, de 95, de 2002 pour le primaire, ensuite dans les programmes de 2008 pour le collège et puis de 2010 pour le lycée, il a toujours été question, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle écriture de programme scolaire, il a toujours été question d'enseignement du fait religieux pour fabriquer de la tolérance, pour fabriquer une sorte d'entente interreligieuse. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, on avait des stages de formation, on nous disait, voilà, il faut que vous montriez que l'islam, le christianisme et le judaïsme ont des racines communes, parce que comme ça, les gamins, ils vont tout à coup se rendre compte que finalement, ils n'ont aucune raison de se détester, etc. Donc, c'était quelque chose qui était déjà là de façon très saillante. Et je dis ça parce que, tout à coup, cette espèce de rappel qu'il faudrait, comme si c'était quelque chose d'absolument nouveau, comme si c'était une illumination, qu'il faudrait enseigner le fait religieux parce qu'il y a un problème avec la laïcité, j'ai envie de dire de façon un peu provocante, vous en discuterez sans moi, j'ai envie de dire de façon un peu provocante que ça fait quand même 30 ans que ça ne marche pas. Et donc il y a peut-être d'autres idées à avoir.
Et je terminerai par ça. Il y a peut-être d'autres idées à avoir que l'enseignement du fait religieux qui ressassait comme une évidence et qui a priori c'est vrai d'ailleurs, on peut se dire bah oui, pourquoi pas. Après tout, enseigner le fait religieux, voilà, ce serait en effet mesurer tout ce qu'il y aurait comme potentiel civique, vraiment, à pouvoir s'apercevoir que le dialogue interconfessionnel fabrique une façon de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. On a tous envie de croire évidemment à ça. Mais simplement, j'alerte sur le fait que ça n'est pas si évident parce que ça fait quand même 30 ans que c'est répété dans l'institution. Et on a une institution qui a une sorte de talent pour respectivement piétiner, enfin pour régulièrement piétiner sa mémoire et oublier tout ce qui a déjà été proposé. La deuxième piste qui a été proposée, c'est de renforcer l'enseignement des valeurs de la République. Et on est là encore dans cette forme de surenchère vis-à-vis de cet enseignement des valeurs de la République qui a pris plusieurs formes, qui a pris la forme de sessions de formation, qui a pris la forme d'une année de la Marseillaise, qui a pris la forme de la réserve citoyenne, qui était une création assez récente l'année dernière et qui était en fait faite pour inciter les citoyens, ce qui est plutôt une belle idée d'ailleurs, à venir intervenir dans les classes, dans les écoles, et donc à créer du lien en fait entre la société civile et l'espace scolaire. Il y a eu comme ça tout un tas de mesures, des concours qui ont été lancés, concours de la meilleure affiche, liberté, égalité, fraternité, concours du timbre, bon je sais plus, il y a eu tout un tas de mesures comme ça, et puis surtout des formulaires, enfin des courriers, des prescriptions, des ressources mises en ligne pour inciter vraiment les enseignants, la journée de la laïcité, pour inciter les enseignants à vraiment s'emparer de cette question des valeurs de la République. Alors ce qui tombait bien, c'est que, et ça c'était bien avant les attentats de Charlie, ce qui tombait bien, c'est qu'une nouvelle discipline avait été créée par la gauche à partir de 2012, qui était l'enseignement moral et civique, qui remplaçait en fait éducation civique pour le collège et puis éducation civique, juridique et sociale pour le lycée. Et cette nouvelle discipline, dont au départ la philosophie n'est pas du tout les valeurs de la République à tout prix, pas du tout, mais cette nouvelle discipline est devenue en fait, c'est qui allait permettre l'enseignement des valeurs de la République. Et voyez comment tout à coup on retrouve ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs sur l'école de Jules Ferry, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à ce nouveau défi, ce retour de défi qui est très ancien, qui est celui d'enseigner les valeurs de la République. Sauf que, qu'est-ce que je constate moi en tant qu'enseignante et qu'est-ce que j'interroge en tant que chercheuse ? Je constate en tant qu'enseignante que les élèves avec lesquels j'ai discuté après les attentats de janvier, après novembre c'était autre chose, mais après les attentats de janvier, j'ai eu le sentiment d'avoir des élèves en face de moi qui se sentaient complètement extérieurs à la politique. Extérieurs dans le sens où ils me répétaient « c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est ils ». Et je leur disais « mais c'est qui ce ils » ? Ben, le ils c'est eux, c'est l'État. Ils me disaient « c'est l'État ». Mais c'est qui l'État ? C'est quoi l'État ? Ça fonctionne comment l'État ? De toute façon, c'est l'État. Et puis c'est les médias, avec tout un mélange entre tout ça, et avec un discours aussi très suspicieux, très défiant, très très défiant, vis-à-vis de ce qu'on appelle les politiques, vis-à-vis de l'État, et puis ce sentiment donc que tout ça, ça fonctionnait sans eux. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas, eux, les futurs responsables de cet État. Or, s'il y a bien un système qui définirait la République, c'est quand même celui de l'implication, soit directe, soit indirecte, de chacun des citoyens, normalement, dans la désignation d'un de ses représentants. Donc là, quelque chose, moi c'était des lycéens, donc c'était déjà grand, c'est des gens qui vont voter maintenant l'année prochaine. Et on avait là quelque chose de cassé. C'est-à-dire une conscience ou une non-conscience que cette responsabilité, elle allait leur incomber à eux. Donc une méconnaissance au final de ce qu'était le fondement politique, du système politique dans lequel ils avaient grandi, qui est quand même censé être créé pour les impliquer et pour leur donner le désir de s'impliquer. Alors ça m'interroge en tant qu'enseignante.
Et ce qui m'interroge maintenant en tant que chercheuse en sciences de l'éducation ou en histoire de l'éducation, c'est que cet enseignement des valeurs de la République s'est présenté de façon uniquement prescriptive. Prescriptive, s'il y a des élèves qui m'écoutent, c'est un mot qui signifie verticale, descendante. Hein, on dit voilà, faut faire comme ça. Et les élèves n'ont pas d'autre choix finalement que d'accepter ça. Or, quand on met en parallèle d'un côté des élèves qui se disent bon, voilà, de toute façon c'est pas moi, ça me regarde pas. Hein, dire voilà, ça me regarde pas. Ils prendront des décisions, elles seront rarement en ma faveur. Ça me regarde pas, c'est pas moi. C'est pas mes parents n'ont jamais voté par exemple. Ça aussi c'est une réalité de certains quartiers. Bien sûr là je parle plus des quartiers populaires, c'est là où j'ai travaillé. C'est pas mes parents sont jamais allés voter. Donc c'est pas moi dans le futur. Et d'un autre côté un discours qui dit de toute façon, tu n'as pas d'autre choix, mon coco, que d'obéir et de consentir à ce que je te donne comme meilleur modèle. Finalement, qu'est-ce qu'on fait dans ce discours comme ça, qui est un discours extrêmement prescriptif et qui ne laisse pas la possibilité d'en tester la pertinence. Pertinence dont ils n'imaginent même pas que ça puisse les concerner pour certains. Qu'est-ce qu'on fait? On pédale dans le vide. On pédale dans le vide. Et au lieu d'espérer avoir une forme d'efficacité avec tout à coup une prise de conscience que ah ben c'est pas mal finalement, c'est quand même des opportunités assez précieuses, un système républicain par rapport à d'autres systèmes, dans les mots en tout cas, dans celui de la liberté, dans celui de l'égalité, dans celui de la fraternité. Ce sont des beaux mots comme disent certains élèves, ce sont que des mots comme disent d'autres élèves. Alors on pédale dans le vide parce qu'on conforte que ce ne sont que des mots. Certains, voilà, ici, Villiers-le-Bel, vous êtes bien placé pour savoir que certains éprouvent chaque jour le fait qu'il ne s'agit que de mots. Et donc vous avez d'un côté une espèce d'incantation à adhérer aux valeurs de la République, et puis d'un autre côté, l'épreuve des faits, qui, elle, répète quand même assez régulièrement que c'est pas si vrai, c'est pas si juste, c'est pas si immédiat, c'est pas si direct, et puis ça ne les concerne pas forcément. Du coup, quand je mets tout ça ensemble, cette histoire de l'école républicaine, ces pistes qui ont été émises par l'école républicaine pour sortir de cette situation dramatique, le fait religieux, la laïcité, les valeurs de la République, quand je mets tout ça bout à bout, j'ai quand même envie de dire que quelque chose n'a pas été testé. Et que ce serait peut-être intéressant de le tester. Ce ne serait pas un enseignement du fait religieux, ce serait un enseignement du fait politique. Alors, je ne sais pas exactement quelle forme il pourrait prendre, mais en tout cas, j'ai déjà commencé à poser les questions auxquelles il pourrait essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'engagement? Comment est-ce qu'on peut s'engager dans l'école et hors l'école? Et retisser du lien, notamment avec les organisations d'associations d'éducation populaire qui existent encore. Comment est-ce qu'on peut inventer des dispositifs pédagogiques qui donnent une responsabilité aux jeunes, une responsabilité que l'on peut qualifier de politique dans le sens où la politique, c'est la réflexion sur des manières d'agir ensemble. J'aime pas trop l'expression vivre ensemble, je la trouve désormais un petit peu bisounours. On peut vivre ensemble en se détestant, hein. Mais agir ensemble, c'est autre chose. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut inventer dans l'école, par l'école et pour l'école aussi, des lieux qui soient des lieux d'action collective, qui soient des lieux d'agir ensemble, qui soient des lieux où on éprouve ce que ça signifie concrètement la laïcité, le fait d'avoir à côté de soi des gens qui sont différents. Déjà pour ça, il faudrait aussi qu'il y ait des gens différents dans toutes les classes, hein, notamment par exemple socialement, ce qui n'est pas le cas partout. Le fait de l'éprouver, quasiment de l'éprouver dans sa chair, d'éprouver dans sa chair qu'il y a à un moment donné, tout à coup, une nécessité de normes et une nécessité de règles. Et que si ces règles ou si ces normes ne sont pas là, alors il n'y a pas la possibilité d'agir ensemble. Voilà. Et ces règles et ces normes, ça peut être les valeurs de la République, ça peut être les lois, ça peut être la laïcité, c'est vrai, mais au moins, elles ne tomberont pas du ciel, elles auront été appelées parce qu'il y avait un besoin. Voilà. Je suis désolée de ne pas pouvoir en discuter. Je vous propose, si vous passez cette vidéo, et je crois qu'il y a des élèves qui sont dans la classe et qui vont devoir, dans la salle, pardon, et qui vont devoir faire un compte rendu. Je peux tout à fait
dialoguer avec vous par mail si vous avez envie. Je peux répondre à vos questions par écrit. Voilà, les organisateurs ont mon mail. Et puis bah, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À bientôt.